Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, la crise libyenne occupe le devant de la scène politique nord-africaine cette semaine. Les pourparlers d'urgence sous l'égide des Nations Unies ont pour objectif final de faire accepter un gouvernement d'union nationale par les chefs des différentes factions libyennes. La première phase des négociations avait eu lieu au Maroc. Elle se poursuit en ce moment même en Tunisie. Selon les derniers chiffres connus, plus de 3000 combattants de l'EI seraient actuellement présents en Libye. Et les principaux chefs du groupe terroriste ont même quitté l'Irak et la Syrie pour la Libye afin d'y mener directement les opérations. Les puissances occidentales préparent quant à elles une future attaque contre les positions des djihadistes dans le pays. Pas plus tard que cette semaine, le secrétaire d'État américain John Kerry a alerté le monde de l'avancée d'un califat jusqu'aux portes de l'Europe, financé en partie par la richesse du sous-sol libyen. Mais pour le moment, les puissances occidentales attendent le feu vert du gouvernement libyen pour intervenir dans le pays. Une intervention militaire isolée et non coordonnée avec le gouvernement libyen pour lutter contre le cancer État islamique serait inefficace et préjudiciable pour l'avenir de la Libye. Le problème est simple, la Libye n'a actuellement pas de gouvernement. Les Nations Unies tentent par tous les moyens de convaincre les chefs des différentes factions de former un gouvernement d'union nationale pour mettre fin au chaos. Malgré leur participation active aux pourparlers, les camps rivaux ne semblent pas encore complètement prêts à engager le processus. À Tripoli, les factions armées de la capitale encerclent toujours la ville et rappellent qu'un gouvernement imposé par la communauté internationale serait considéré comme une invasion. L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Martin Kobler, a appelé l'ensemble des parties à poursuivre les pourparlers en urgence en fin de semaine, afin de former le plus rapidement possible un gouvernement d'union nationale. Les politiciens libyens rappellent qu'il s'agit d'une étape vitale pour stabiliser un pays vivant toujours sous la menace d'une prise de contrôle par l'organisation État islamique. La raison fondamentale de la crise en Libye est l'absence de gouvernement. La communauté internationale doit à tout prix aider le pays en proie aux troubles à former un gouvernement d'union nationale. La poursuite des négociations en cette fin de semaine se fera à huis clos. Les décisions prises seront largement suivies, et pas seulement en Tunisie. Les djihadistes prennent progressivement le contrôle de la zone située à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Les autorités en charge de la sécurité de la région semblent être de plus en plus en faveur d'une offensive militaire lancée par la communauté internationale. Des cellules terroristes seraient en train de prendre racine au Caire, en Égypte. Les forces de sécurité ont tué 2 suspects mercredi suite à un échange de coups de feu dans une banlieue de la capitale égyptienne. C'est le deuxième incident de ce genre depuis ces dernières semaines. Mercredi, cet endroit a connu des échanges de coups de feu pendant 6 heures. Les suspects avaient trouvé refuge dans cet appartement. La police aurait agi sur la dénonciation. Les suspects ont ouvert le feu avec des mitraillettes dès leur arrivée. La police a indiqué que les hommes s'apprêtaient à faire exploser des bombes dans la capitale. La police a découvert des explosifs dans l'appartement. Récemment, les forces de sécurité ont intensifié leurs raids dans d'autres appartements comme celui-ci et enquêtent sur les comportements suspects. Ces groupes cherchent à atteindre des cibles et souvent ils y parviennent. Ils recrutent de nouveaux membres. Quand ils réussissent à mener à bien 2 attaques ou plus, et cela pousse d'autres à les rejoindre. Toutes les attaques qu'ils conduisent et les victimes qui tombent les aident à trouver de nouveaux fidèles. Le groupe du Sinaï a réussi le mieux dans cette tâche. Il y a 2 semaines, au moins 6 personnes ont été tuées dans une explosion quand la police a investi un atelier d'explosifs présumé à Gizeh, près du Caire. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'explosion. Les analystes disent que les attaques indiquent que davantage de cellules pourraient avoir infiltré d'autres villes en Égypte. L'Afrique du Sud et d'autres membres de l'Union africaine ont soutenu la proposition kenyane visant un retrait de la Cour pénale internationale à cause de son traitement injuste du continent africain. L'ANC veut sortir de la compétence de la CPI, mais beaucoup pensent qu'une telle décision aurait des conséquences graves. Du sommet de l'Union africaine tenu la semaine dernière, de nombreux pays membres ont clairement indiqué vouloir quitter la CPI. Ils ont affirmé que la Cour concentrait tous ses efforts sur les dirigeants africains et l'Afrique du Sud, en estimant que la Cour a perdu son cap.
L'Afrique du Sud est en froid avec la CPI depuis que le pays a invité le président soudanais Omar al-Bashir au sommet de l'Union africaine. Ce dernier est recherché par la Cour pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jusqu'à maintenant, aucune décision contraignante n'a été prise et si l'Afrique du Sud décide de quitter la CPI, elle devra déployer son propre processus judiciaire interne. Et les experts ont déjà réfléchi à cette possibilité. Le retrait de l'Afrique du Sud serait très grave pour le pays et sa lutte contre l'impunité des crimes internationaux sur le continent. Si l'Afrique du Sud se retire de la CPI, cela voudrait dire qu'elle devrait annuler et se débarrasser de la loi sur la CPI, ce qui rendrait impossible d'enquêter, de mettre en accusation et de punir les crimes internationaux en Afrique du Sud. De nombreux Sud-Africains pensent que cela serait inacceptable et irait contre les principes de la nation arc-en-ciel. Feu le président Mandela pensait que nous devions rester pour plus de justice. Donc cela pose une question importante à l'ANC. Cette nouvelle philosophie contredit automatiquement les principes de l'ANC. Je pense que ce serait dommage pour différentes raisons, car la CPI défend des principes qui sont ceux qui fondent la nouvelle Afrique du Sud. Et j'espère que ce sera débattu très sérieusement et que la décision ne sera pas prise trop à la légère. L'ANC refuse de s'exprimer sur le sujet. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs régions rurales du pays. 2,4 millions de personnes vont se retrouver en situation d'insécurité alimentaire. Cette situation est due à la sécheresse qui sévit de la Corne de l'Afrique, l'Afrique australe. Et selon Oxfam, organisation caritative britannique, la situation au Zimbabwe devient désespérée, mais le gouvernement demande aux populations de ne pas paniquer. Le phénomène El Niño a provoqué la sécheresse qui menace plus d'un quart de la population du pays. De plus, en raison de pluies insuffisantes, ces dernières années, le Zimbabwe fait face à des pénuries alimentaires causées par la sécheresse de la saison précédente. Cette tragédie a entraîné 1,5 million de personnes dans la famine. Selon le gouvernement, ce chiffre pourrait tripler durant l'année. Cette perspective a poussé Robert Mugabe à déclarer l'état de catastrophe. Le gouvernement a pris une très bonne initiative, car en déclarant l'état de catastrophe, il pourra recevoir des volumes importants d'aide alimentaire des organisations internationales. Le Zimbabwe consomme 150 000 tonnes de maïs par mois. Les producteurs du secteur privé ont déclaré être prêts à importer suffisamment de denrées pour répondre à 70% de la demande. L'équilibre obtenu par l'action des partenaires donateurs pourrait prendre des mois. Vous devriez savoir que le délai de réponse de ces organisations sont de 90 à 120 jours. Donc, toute aide concrète nous parviendra seulement vers juin ou juillet. Cela parce qu'ils doivent faire approuver certains budgets, s'approvisionner, mettre en place les structures de distribution et finalement livrer les denrées aux groupes vulnérables affectés. Au-delà de la coordination des denrées emportées, le gouvernement fournira la nourriture pour le bétail. Selon les derniers rapports, au moins 16 000 vaches sont déjà mortes dans les régions du sud du pays touchées par la sécheresse. Le gouvernement planifie aussi de mettre en place des programmes d'urgence destinés à l'irrigation pour sauver les récoltes qui n'ont pas encore été détruites. Le niveau d'eau du barrage diminue rapidement et un tiers des puits dans le sud du pays sont vides. Les entreprises nigérianes commencent à ressentir sévèrement les effets de la chute du cours mondial du pétrole. Le gouvernement a imposé des quotas sur la quantité de devises fortes que les Nigérians peuvent dépenser à l'étranger, les dollars venant ainsi à manquer dans la plus grande économie d'Afrique. Il se trouve au centre de la capitale nigériane. Bold and Beautiful est l'un des plus grands salons de beauté d'Abuja. C'était également l'un des plus bondés, mais les affaires ne sont plus au beau fixe, en raison de la faiblesse du cours du pétrole. Les prix du pétrole ont atteint un plus bas de 13 ans le mois dernier, à 27 $ le baril,
et oscille toujours autour des 30 $ le baril, grevant les revenus si nécessaires au Nigeria. Et étant donné que la plupart des produits sont importés dans ce pays, l'effet est ressenti très durement dans les rues. Non seulement des commerces tels que Bold and Beautiful doivent payer davantage les produits cosmétiques importés, mais ils ne peuvent pas dépenser trop car les autorités ont imposé des quotas sur leurs dépenses. Nous achetons en gros de l'étranger, nos sources de ravitaillement se trouvent à l'étranger. Nous achetons en dollars et en raison du problème de change que nous connaissons à présent, nous ne pouvons pas faire payer les frais supplémentaires à nos clients. Nous amortissons ces coûts pour eux. Nous ne pouvons pas nous ravitailler sur le marché local, car nos clients attendent de nous que nous gardions nos produits étrangers. Nous sommes face à un problème. Nous ne pouvons pas faire venir tous les produits dans le pays pour le moment. Le salon est obligé de supporter ces coûts supplémentaires s'il veut garder ses clients. Mais même en procédant de la sorte, les clients sont peu nombreux car leurs propres revenus s'affaiblissent également. Nous savons tous que l'économie n'est pas au mieux et nous devons essayer de nous adapter. Si vous aviez l'habitude de venir 2 fois par mois auparavant, vous pouvez changer cela en y allant 1 fois par mois. En tant que femme, vous devez paraître jolie et prendre soin de ses cheveux, c'est important. C'est une chose à laquelle nous devons faire attention. L'économie nigériane se trouve sur une pente descendante depuis déjà quelques temps. L'économie ici est fondamentalement une économie basée sur la consommation, dépendant fortement des produits manufacturés à l'étranger. Cela signifie que la plus petite dépréciation du naira peut directement affecter le Nigérian ordinaire. Mais le gouvernement a annoncé qu'il allait tenter d'éviter cette situation en résistant à une autre dévaluation du naira. Malgré la baisse des revenus de base, le gouvernement fédéral propose un budget de 30 milliards de naira pour un prix de référence du pétrole de 38 $ par baril. Mais ce prix de référence a plongé et les chances de reprise sont toujours lointaines. Le gouvernement de Buhari espérait que ce budget puisse éloigner le Nigeria de sa dépendance au pétrole, mais à présent, d'autres secteurs sont en train de sombrer. La bourse nigériane a perdu 8 milliards de dollars au mois de janvier à la faveur de prises de bénéfices de la part des investisseurs dans un contexte d'affaiblissement inquiétant du Naira, la monnaie nationale. Le marché est à la baisse depuis la fin de l'année dernière, quand des portefeuilles étrangers ont commencé à retirer leurs investissements pour aller se réfugier dans des environnements meilleurs. La capitalisation du marché a baissé de 16,5%. L'index a aussi chuté de la même valeur et le nombre d'actions échangées dans la période a aussi baissé de 2,58%. Tous les chiffres publiés par les autorités boursières tendent à démontrer que le Nigeria n'est plus ce paradis des investisseurs qu'il était encore à la même période l'an dernier. Et maintenant, le temps consacré aux marchés boursiers européens, américains et africains. Les bourses européennes ont terminé en baisse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui ne sont pas vraiment rassurants, mais pas suffisamment négatifs pour écarter totalement l'hypothèse d'un nouveau relèvement de taux aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,66% à 4267 points, clôturant une semaine douloureuse sur laquelle il a reculé de 4,9%. À Francfort, le DAX a cédé 1,14% et à Londres, le FTSE a perdu 0,86%. La bourse de New York a fini en très forte baisse vendredi sous le coup à la fois d'un effondrement des cours de plusieurs valeurs technologiques. LinkedIn en tête à la suite de prévisions jugées décevantes et de la perspective d'une nouvelle hausse des taux après les chiffres de l'emploi. L'indice Dow Jones a cédé 1,29% à 16 204,81 points. Le S&P 500 plus large a perdu 1,85% à 1880,02. Le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, a plongé de son côté de 3,25% à 4363,14. Et maintenant, le temps consacré aux bourses des pays africains. L'indice Jitopi de l'Afrique du Sud a gagné de 0,36%. L'indice Massi du Maroc a avancé de 0,46%. Et l'indice Setoun de la Tunisie a augmenté de 0,02%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux.
En Afrique du Sud, 70% des jeunes de moins de 35 ans sont sans emploi, un des taux les plus élevés dans le monde. Dans le but de changer cette triste réalité, un entrepreneur social réalise des œuvres d'art avec du matériel de récupération, une façon pour lui de dénoncer la situation dans son quartier. Reportage. Brian Mokachane, un artiste de Soweto, est le fondateur de la Soul Art Foundation, une entreprise sociale qui réalise des œuvres d'art grâce à du matériel de récupération. Il fabrique des sacs avec des retailles et d'autres produits qui ont été jetés. Il a lancé son entreprise pour combattre le chômage et les abus de drogue. Pour lui, la création d'entreprises est la seule réponse au problème. Je l'ai commencé de façon informelle en 2005. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre les compétences que je partage avec les autres enfants maintenant. Cela a commencé avec des amis proches qui étaient toxicomanes et nous étions au chômage. Comme j'avais des compétences, j'ai commencé à enseigner ce que je savais et cela leur a redonné de l'espoir. Je vois comment cela leur a profité parce que maintenant, ils ne prennent plus de drogue. Maintenant, ils ont trouvé quelque chose qui les passionne. Ce qui me rend heureux, c'est de voir que ce que j'ai transmis a été enseigné à quelqu'un d'autre et j'espère que cela, ils le partageront avec d'autres enfants aussi. Donc plus d'entrepreneurs sociaux aideront au développement de l'Afrique du Sud dans son ensemble, parce que les gens ne dépendront plus du gouvernement et sur les entreprises pour les emplois. Les gens penseront maintenant différemment pour créer leurs propres emplois. Il est devenu un véritable vecteur de développement dans son township. Tous les concepteurs impliqués dans le projet reçoivent un pourcentage des ventes. Wouzi et Bongani sont maintenant indépendants. Ils rendent à leur communauté ce qu'ils ont reçu et alimentent une tendance positive. Je me vois comme un héros qui aide les autres à abandonner la drogue. Quand ils me voient, ils voient quelqu'un d'autre. Quand vous êtes ici, dans ce genre d'environnement, on pense que vous ne pouvez rien faire. Donc, je veux montrer aux autres, aux jeunes en particulier, que vous pouvez faire quelque chose de votre vie. Nous vivons dans un township, alors je pense que notre style est un peu différent. Je pense que c'est la façon que nous pouvons présenter aux consommateurs. Mon rêve, c'est d'ouvrir plus de centres de formation. Mais pour moi, la chose la plus importante pour le moment, c'est mon organisme et l'impact qu'il a dans la communauté. Mon plus grand rêve, c'est de voir ce genre de modèle se reproduire un peu partout en Afrique du Sud. Deux cyclistes rwandais vont représenter leur pays pour les épreuves de VTT et de cyclisme sur route aux prochains Jeux Olympiques de Rio. C'est la première fois que le pays est représenté dans ces deux épreuves aux Jeux, le signe d'une culture du vélo en plein boom. Ces dernières années, les conditions de la pratique du cyclisme se sont grandement améliorées au Rwanda. Le Tour du Rwanda, la course vedette du pays, voit sa réputation grandir chaque année et est maintenant intégrée aux épreuves africaines de l'Union cycliste internationale. En 2016, deux cyclistes représenteront le Rwanda aux Jeux Olympiques d'été de Rio de Janeiro. Nathan Byukusenga, 35 ans, s'est qualifié pour l'épreuve de VTT. Quand j'ai commencé à faire du vélo, mon rêve était de bien faire au niveau national et régional, mais maintenant je suis content d'avoir la chance de concourir pour les Jeux Olympiques. Je vais me mesurer aux meilleurs cyclistes du monde. En tant que cycliste sur route à l'origine, Nathan a dû changer sa manière de s'entraîner pour s'adapter au terrain du VTT. Son but était, outre de travailler l'endurance, d'améliorer sa technique. Il faut être endurant pour le VTT, mais aussi avoir une bonne technique parce que c'est un sport exigeant. Alors nous travaillons sur la force et la mise en condition physique. Un programme adapté a été développé. Nathan est membre de l'équipe du Rwanda depuis ses débuts et suit les pas de son ancien coéquipier Adrien Niyonshuti, qui a participé aux Jeux de 2012. Si nous obtenons une médaille, c'est bon pour l'Afrique et pour le Rwanda. L'équipe se développe et va révéler au public ce que les cyclistes rwandais sont capables d'accomplir. Cela va motiver davantage de cyclistes. À 25 ans, Janvier Adi est l'autre cycliste rwandais qui se rendra au Brésil. Il fera l'épreuve sur route. Quand j'étais enfant, je voyais souvent des gens faire du vélo dans la ville. Et moi aussi, je me suis mis. Mais je ne pensais pas en faire ma carrière un jour. Aujourd'hui, je suis content parce que je ne pensais pas pouvoir participer un jour aux Jeux Olympiques. Adi va déménager cette année en Allemagne pour rejoindre l'équipe Bike Aid. Il espère que cette expérience lui permettra d'améliorer encore sa technique et le rendre plus compétitif pour Rio. Je sais que les Jeux seront difficiles, mais ce sera bon pour engranger de l'expérience.
Je ne veux pas participer qu'une seule fois au jeu. Je veux y revenir. Janvier et Nathan représentent les progrès que le pays a fait dans ce sport. Un exemple de la renaissance du Rwanda après le génocide. Le cyclisme, c'est une question de culture, davantage européenne qu'africaine d'ailleurs. Le Rwanda espère qu'avec davantage de cyclistes dans les équipes internationales et aux Jeux Olympiques, pas à pas pourra se créer une culture du vélo professionnel. Mais dans l'avenir immédiat, les yeux sont sur Rio, avec l'espoir que les 2 cyclistes feront honneur à leur pays. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.